Bonjour les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc pour le round 3 Val d'Argenton, le débrief technique. On va voir avec Vincent qu'est-ce qui s'est passé et décortiquer ça ensemble. Ça va Vincent? Ça va et toi mon Diego? Ça va bien, écoute, bienvenue chez moi. Ouais, en effet. On a encore changé de décor, à chaque vidéo un nouveau décor. Peut-être que l'épisode suivant ça sera chez vous. Non, on va aller chez Jérôme Vassia dans le sud. Jérôme, si tu regardes ces vidéos, on ira chez toi la prochaine fois. Non. Tu vas me faire des bords. Ah, t'inquiète pas que là, on va faire des bandes parce que là, du coup, on est à moins de 2 semaines de Osmet. Ouais. Donc, Osmet, on va descendre dans le sud. On va essayer de laisser la voiture là-bas. On va remonter. Moi, après, je pars la semaine d'après au Portugal en voiture. Je remonte pour redescendre pour Calmont. Un emploi du temps de ministre. Entre 11 à 12 heures de camion avec les arrêts. Hein. Que ce soit pour Osmet ou que ce soit pour ouais, Calmont. Mais c'est du beau spectacle. Oui. Bah, c'est quand même. Mais on est pressé. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est une sacrée organisation, ouais. Surtout à 5 semaines d'intervalle comme ça. Bon, tu me demandes quand même si ça va. Ça va moyen. Hein. Là, on est une semaine après le 3e round. C'est très difficile. Ça me rappelle exactement ce qui m'est arrivé en finale 2024. Il s'est passé quelque chose, quoi. Bah bien sûr, mais ils le savent tous. Ils le savent déjà tous ceux qui ont suivi. Bon, très rapidement, en gros, la vidéo, elle va être courte. Ouais. Le débrief technique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de battles. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. J'ai perdu en top 32. Mais non. Enfin, j'ai perdu. Oh, il a spoil. C'est peut-être un bien grand mot. T'as perdu, non? Alors, j'ai perdu, mais j'ai laissé gagner Mehdi, vous allez voir. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mais non, plus sérieusement, difficile psychologiquement. Ça me rappelle typiquement ce qui s'est passé à la finale de Val d'Argenton. J'ai l'impression qu'il y a une petite malédiction dans ce premier virage. On va aborder tout ça ensemble, mais je pense que vous avez déjà tous suivi. Comment ça s'est passé? Parce que les entraînements, tout ça, t'avais l'air d'être confiant, t'avais l'air d'être bon, je t'avais appelé, tout allait bien, tu vois. Oui, alors... Raconte-nous un peu, quand même. Ce qu'il y a, c'est que quand j'ai commencé le drift en compétition, bah déjà, il y a les premières compètes, il y a tout un stress autour de la compétition, c'est-à-dire qu'en dehors du fait de piloter, il y a je dois me mettre à droite, je dois me mettre à gauche, comment je chauffe, comment tout ça. Donc, on va dire que les premières années, il y a un certain stress au niveau de la gestion, l'organisation du championnat, tout ça, c'est beaucoup de choses à penser, ce qui peut ne pas nous mettre bien dans la tête et on n'arrive pas dans un bon état d'esprit qu'un pilote qui a de l'expérience, comme aujourd'hui ça devient mon cas, hein, ça fait des années que je roule, donc il y a... Voilà, on est comme un petit poisson dans l'eau, donc déjà tout ça c'est sorti. Et après, c'est vrai que j'arrivais souvent, les entraînements, j'étais pas bon, le temps de me remettre bien, de retrouver les réglages. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'arrive sur la Val d'Argenton. Moi, je suis bien dans ma tête, petit tracé, tout va bien. Et en fait, dès le début, j'enchaîne. Je crois que je fais d'affilée 3 runs suivants. C'est-à-dire que je rentre dans la compète. Dès le matin, c'est taquet, déclenchement dans la porte des gars. Comme à ton habitude, en fait. Cette année, oui. C'est ce que j'ai fait à Croix aussi, première battle direct en suiveur. J'ai plus besoin de me recalibrer à me dire allez, je vais faire quelques runs leader pour me remettre bien et après non, on n'a plus le temps, c'est fini ça. Aujourd'hui, on n'a plus le vendredi complet d'entraînement, on refait l'entraînement le samedi. Non, c'est fini ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vas avoir entre 8 à 12 passages d'entraînement en tout et pour tout, sachant que moi je fais pas les one shot battles, ça fait 2 fois que je les fais pas. Si on prend en compte les one shot battles, tu peux peut-être faire que 8 passages d'entraînement. 8 passages d'entraînement, c'est très court. Le temps de trouver la ligne parfaite, le temps de te mettre bien dans ta voiture et tout. Donc, moi, l'avantage que ma voiture n'ait pas changé, je la connais bien. Là, c'est des circuits qu'on connaît. Donc, direct, voilà. Je vais à la guerre. L'idée, c'est ce que j'avais expliqué. Je veux être capable de suivre n'importe qui, n'importe comment, m'adapter à chaque pilote. Mais tout de suite, c'est-à-dire pas calculer à l'avance comment il pilote, c'est-à-dire que je m'en fiche, je lance la voiture et après on s'adapte. Mais là, du coup, on était parti de déjà round 1 à Vesoul, circuit petit, assez lent, mais la voiture est efficace et compétitive. Round 2 Croix, circuit rapide, gros circuit. Et la voiture est toujours compétitive. Alors même, compétitive. Elle n'est pas ridicule. Elle n'est pas ridicule. Elle n'est pas ridicule. Elle arrive à faire... Elle n'est pas ridicule. Elle arrive à faire le taf. Et monsieur.
Et là, tu vas vouloir parler de... On revient sur une config. Et là, on revient sur un circuit de karting, circuit lent. Et du coup, la voiture semblerait être compétitive. Alors, sur le papier, oui, en fait, voilà, là j'ai pris un peu d'expérience par rapport à justement le roulage élite. Alors, j'ai la sensation que c'est plus facile de rouler en élite parce que on a devant forcément des gars qui ont tendance à être plus rapides que moi par rapport au fait de leur machine et de leur expérience de pilotage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, pour pouvoir coller un mec qui a une bonne machine et qui a de l'expérience, il faut pas que je sois à 100%, il faut que je sois à 150%. Il faut vraiment que je sois très concentré parce que chaque petite action sur le frein à main, sur le frein, sur l'embrayage, sur l'accélérateur, en fait, le moindre mauvais dosage que je vais actionner fait que le gars devant, il va partir. Donc, je dois être à 150% pour toujours être au top. Donc, ça, c'est la difficulté. La deuxième chose que je viens d'apprendre avec ce week-end au round 3, en fait, ce n'est pas vraiment si le circuit est rapide ou s'il est lent. C'est pas trop ça qui pose souci avec ma voiture. Ce qui pose souci avec ma voiture, c'est deux choses. C'est les départs. Il faut que je sois au top au départ. C'est pour ça que je joue beaucoup avec un peu de recul. Et ça, je le maîtrise très bien depuis le début de l'année. C'est quelque chose que je maîtrisais pas avant et maintenant, je le gère très bien. Donc, les départs en suiveur avec un peu de recul, ça, je sais le faire. Donc, tant mieux. Mais en fait, ce qui pose souci avec ma voiture, c'est surtout les relances. Donc, on voit à Croix, premier déclenchement, dans l'allongement, même si le gars il va avoir limite 2 fois plus de puissance que moi, j'arrive à peu près à le suivre. Là où ça pose souci, c'est quand on arrive à Croix à l'épingle, dès qu'on arrive quasiment à l'arrêt à l'épingle et on relance, là je me fais distancer. À Vesoul, il n'y avait pas de relance. C'est-à-dire qu'on partait, il y avait des virages tout le temps, donc il n'y avait pas vraiment de relance, on restait sur un fil d'accélérateur et du coup, il n'y avait pas ça ralentissait pas pour rouvrir les gaz, c'était pas comme ça. Là, par contre, à Val d'Argenton, c'est le cas. Ouais, c'est-à-dire que on déclenche, on ralentit beaucoup sur le premier virage, et en fait, il y a une sorte de petite ligne droite où on voit qu'il y a des gars qui me distancent sur cette relance, et là où c'est le plus dur, parce que il y avait très peu de pilotes, c'est vraiment les gars dans le haut du panier, hein, des pilotes très réputés, avec des bonnes machines, qui arrivaient à me distancer dès le départ, dans le premier virage. La plupart, j'arrivais à les tenir jusqu'au clip 5, donc le petit enroulé du S, là, voilà où il y a le S. Et en fait, c'est dès qu'on arrivait au clip 6, donc dès qu'on repartait sur la fin, où là, souvent, je me faisais vraiment distancer. Alors, il y avait un facteur, c'est qu'il a fait très, 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 très chaud pendant les trainings. On était à beaucoup plus de 50 degrés le bitume. Et en fait, on avait tous des problèmes de grippe. Et moi, d'autant plus, avec mes petits pneus en gomme dure, et je souffrais beaucoup plus de ça. Donc, ma voiture, elle avait vraiment du mal à avancer. Donc, il y a quelques petits gars que j'ai réussi à suivre, mais la plupart, je me faisais vraiment distancer. Néanmoins, en suiveur, j'arrivais à très bien suivre avec des très belles lignes, des fois de la proximité. J'arrivais à éviter les erreurs des leaders qui prenaient des fois trop large au premier virage. J'arrivais à bien calmer la voiture et tout. Franchement, j'ai fait de la très belle proxy, pas mal de petites techniques de pilotage que maintenant je commence vraiment à acquérir. Qui me rendent serein en suiveur. Je n'ai plus du tout le problème, tu sais, les dernières années, enfin surtout par exemple l'année dernière, ça pouvait me poser souci la fumée. Et en fait, je me rends compte que je ne suis plus du tout gêné par la fumée, en tout cas pas jusqu'à maintenant. Vraiment parce que j'ai confiance à la voiture, le pilotage, les gars devant. Et en fait, il y a des vraiment... Tu te dis, tant qu'il y a de la fumée, c'est que le gars il roule, tu vois. Oui, mais c'est vrai que du coup, avant, on avait tendance à paniquer un peu derrière, et là, finalement, il n'y a plus de tout ça. Donc, en fait, peu importe fumer ou pas fumer. C'est la prise d'expérience, tout ça, les gars. Ouais. Et puis, en fait, c'est vraiment ce que je dis, c'est que il y a un tempo qui se crée dans le cerveau. C'est-à-dire que à force de faire. Alors là, j'avais pas fait de simulateur du tout pour Val d'Argenton, mais à force de faire, donc c'est-à-dire que je connais ce tracé. En fait, dès que tu vas faire 1, 2, 3 run leader où tu as la bonne ligne, et pareil, en suiveur, à force de faire du suiveur, en fait, tu connais le tempo exact entre chaque virage, comment faire ceci, comment tu mets ton angle de volant, et en fait, tu as l'impression que ton cerveau, il mémorise tout ça, et en fait, c'est vraiment, en fait, tu es capable, pas de fermer les yeux et piloter, mais presque, on voit les pilotes de Formule 1 qui sont capables, à la seconde près, d'enchaîner tout un circuit de 1 minute 30, 2 minutes, sont capables de ressortir le tracé exact tellement qu'ils l'ont fait. Parce que tu as habitué ton corps, ton cerveau, tes gestes à refaire le même tracé. C'est pour ça que le surnom de Vincent au CFD, le dupliqueur. En fait, voilà. Pas pour rien.
ma voiture est facile à piloter, enfin elle est facile parce que je la maîtrise aussi bien depuis des années, donc au final aujourd'hui à partir du moment où j'arrive à faire 2-3 passages, je valide ma ligne et je la garde tout le long. C'est-à-dire que tout le long, je vais faire la même chose parce que je l'ai verrouillé. Et ça, c'est ce qui me porte chance depuis le début de saison parce que vu que j'ai pas une machine qui arrive forcément à remonter sur les autres ou qui arrive à être aussi compétitive que les autres, au moins je joue sur la ligne et je joue sur les erreurs des autres. Donc du coup, training très intéressant, quelques battles très proches sur certains endroits, mais par contre en leader, j'ai une ligne parfaite quasiment sur chaque. J'ai toujours les clips. Donc ça c'est intéressant, il y a quelques petites erreurs, attention au début je fais 1 ou 2 spins parce que les pneus étaient vraiment chauds, le temps de s'habituer aux grippes de la piste, tout ça, mais voilà, quelques petites erreurs, mais en soi je suis même pas sorti une seule fois de la piste, tout se passe bien si tu veux, je suis à l'aise. Ouais, tu pars en confiance quoi. Voilà, j'ai juste eu la pompe à essence qui a lâché à la fin des trainings du matin, donc les premiers trainings d'1h30, au bout de 45 minutes la pompe à essence a lâché. Donc j'ai dû sortir, plus de puissance, tout ça. En fait, elle a coupé juste devant le stand. J'ai réparé, en 15 minutes, c'était réparé. Et puis voilà, du coup, là, c'était le seul format, si moi je te coupe, c'est le seul format qui est un petit peu différent. C'est que d'habitude, vu que j'étais qualifié en top 32, je roule le samedi, 2 fois, donc une fois 1h30, une fois 30 minutes. Après, je reroule une petite demi-heure le dimanche matin. Et après, top 32 l'après-midi. Mais là, vu qu'il y avait la nocturne, c'est ça. Et il y avait 1h30 d'entraînement plus une demi-heure et après on allait directement en top 32 et one shot battle pour ceux qui étaient en one shot battle. Franchement, et en plus c'était super impressionnant. Merci XLD. Ouais. Donc du coup j'affronte Mehdi qui n'a pas Mehdi Yazid en wildcard cette année du coup. Ouais, en wildcard pour cette manche, Mehdi Yazid qui est le frère de Sofiane Yazid qui roule avec la E30 de son frère qui est très connu depuis bien longtemps. Incroyable. Mehdi, c'est un pilote qui a de l'expérience en training, parce que ça fait très longtemps qu'il roule avec son frangin. Il a déjà roulé un petit peu la E30. Par contre, il n'a jamais roulé à Val d'Argenton. Il a fait beaucoup de travail sur le simulateur, ça je le sais. Il fait un buy-run en one-shot battle parce qu'il y a eu un abandon d'Hugo Lavedan. Je prenais le gagnant d'Hugo ou de Mehdi. Et Mehdi, je le vois faire un buy-run. Il fait un très beau buy-run. On me dit qu'il a un pilotage agressif, que c'est un bon pilote, il n'y a pas de sujet. De son côté, lui, il n'a pas beaucoup roulé, pas beaucoup d'entraînement. Je crois qu'il a fait que 4 passages. Non, 6 passages, il disait. Il a fait que 6 passages, je crois, parce qu'ils ont eu des petites galères sur la voiture. Donc bon, c'est un gars qui arrive. Il connaît pas le circuit. Il n'a pas des années d'expérience. Alors il est tout le temps sur les manches avec son frère, mais bon, c'est la première fois qu'il prend la casquette de pilote. Donc pas forcément évident pour lui. Mais pilote d'expérience, à se méfier. Donc moi, plutôt confiant. Je sais que j'ai le taf à faire, point barre. Je me prends pas la tête. Je me dis, je fais mon taf comme d'habitude et ça va aller. Juste avant de lancer la vidéo, on s'est tous fait surprendre. Enfin, on s'est tous fait, j'aurais parlé à d'autres pilotes et en fait, on a eu tous le même ressenti, c'est qu'il faisait très chaud la journée, manque de grippe. Par contre, quand on est arrivé le soir là, à 22h à la fraîche, le bitume avait refroidi et on avait beaucoup plus de grippe. Je l'ai senti dès la chauffe et dès le déclenchement. Donc on va partir sur le. On va regarder ça. Donc, du coup, je pars leader parce que je suis mieux classé par rapport à la première manche, la manche précédente. Donc, je me lance. J'arrive à mettre un petit peu de distance. Il ne me colle pas forcément. Je fais un bel appel contre appel. C'est agressif. Je prends pas de risque. Une toute petite correction dans le premier virage. Tu le vois là, juste ici. C'est justement ce fameux grip là qui embête un petit peu. En fait, si tu regardes mon run, dans l'ensemble, tout le run, je mets de l'angle, je mets quand même de la vitesse. Mehdi fait quelques petites erreurs de volant à 2-3 endroits, mais il fait quand même un très beau run suiveur. Ah ouais, il est très bon. Il fait un très bon run suiveur avec quand même un petit peu de distance que je lui mets au déclenchement. Je remets un tout petit peu dans le petit bout d'allongement. Tiens, on va voir là justement la vue drone. Donc un beau déclenchement. Là, je fais une micro correction sur le premier virage, le temps de comprendre un peu le grip de la voiture. La seule erreur que je fais vraiment, c'est là je suis un peu large au clip 3. Sinon, après, regarde tout le reste. Bien de l'angle, bien enroulé. C'est pas mal de corrections aussi. Oui. Mehdi fait beaucoup de corrections, mais il fait un run. Mais il fait un bon run, il est toujours en glisse, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc là, concrètement, tu vois, là, il est un petit peu intérieur. Moi, je fais vraiment un run leader qui est bien, propre, très propre dans la ligne, qui est très facilement chassable. Je prends tous les extérieurs, tous les intérieurs comme c'est demandé. Donc pour un suiveur, c'est
très facile à suivre. Moi, mon spotter, à ce moment-là, il me dit, écoute Vincent, ton run était parfait, il n'y a rien à dire. Juste, voilà, je manque un petit peu le clip 3, mais là, on est vraiment sur un petit détail, parce que celui-là, sur le papier, il vaut pas beaucoup de points. Il me dit, écoute Vincent, là, c'est simple, tu as l'avantage, Mehdi, il te suit bien, par moment, tu lui mets des petites distances. Distance, il n'y a pas autant de distance qu'on me mettait à Croix, ça c'est sûr. À Croix, je me mangeais des grosses distances. Mais là, sur un petit tracé comme ça, on est capable d'être beaucoup plus collé. Donc, il y a des endroits, je lui mets un petit peu de distance. Je suis très propre de mon côté. Lui, il y a quelques petites corrections. Donc, j'ai l'avantage. Si moi, je fais un beau run suiveur, voilà, la victoire est assurée, j'ai juste à le coller. C'est ça, c'est ce que je me suis dit au moment où j'ai regardé voilà. le live. Et donc là, bah du coup, alors là, ils ont un doute sur un problème de ma voiture. J'ai pas de problème de ma voiture, c'est qu'elle avait forcément, je sors à un peu plus de 100 degrés de tempédo, donc j'active j'ai une fonction avec ma tablette pour activer les ventilos et favoriser le refroidissement au max. Donc je lance juste ce refroidissement au max. Pour ça, je prends un peu plus de temps. Avec les gants, j'avais du mal à appuyer sur la touche. Donc là, je pars. J'anticipe bien le démarrage sans être trop violent. Hein. Je voulais pas non plus mettre trop de proximité. On voit que j'ai plus de proximité de lui. On voit que je le remonte à ce moment-là. Après Afrique d'huile. Et voilà. Alors là, il y a, d'après les commentateurs, oh mais quelle erreur de Vincent Ferreira, mais quelle erreur. Mais en fait, non, il n'y a pas d'erreur du tout. C'est que j'ai malheureusement le triangle avant gauche. Donc, une casse au niveau de la rotule. Donc, ce que je vous propose tout de suite, Diego, tiens, on va faire un truc sympa. Tu fais des tours de magie, toi? Mais Jamy. Le salaud. Waouh, Diego, il fait des tours de magie de malade. Regardez, je suis en tenue d'atelier et à l'atelier. Alors là, je suis actuellement en train de faire la géo. On est à une semaine du départ. Et du coup, je vais vous montrer un peu. Regardez comment je roule. V2 à gauche, enfin à droite du coup, pour le vrai côté. Et le V1 à gauche. Ça fait quelques années que je roule comme ça. Bon, j'ai fait modifier ces rotules. Ça, c'est les rotules d'origine finalement de la E46. Donc ça me coûte 15 €. Alors que l'origine, qui est la même sur V1 V2, c'est 75 €. Donc ça, c'est le modif que j'avais fait. Et je crois que d'ailleurs, les tout premiers Wisfab V1, ils étaient sortis avec ces rotules d'ailleurs. Bref. Mais du coup, regardez. Là, je peux même pas passer un doigt. Alors que là, sur le V2, hormis qu'il ait une forme un petit peu différente, les codes sont exactement les mêmes. Et regardez la différence qu'avec la rotule. En fait, ils ont fait une petite inclinaison sur le V2, ce qui fait que celui-ci, ça fait 3 ans que je l'ai, et je n'ai jamais eu une seule rotule à changer. Hormis celle-ci là-bas, du bout, mais c'est un peu pareil, hein, des deux côtés, ça prend du jeu. Mais celle-ci, jamais. Alors que là, j'ai fait mettre celle-là parce que ça me coûte tellement cher de les changer tout le temps. Donc voilà, au moins, j'ai la raison. Et vous savez maintenant pourquoi, parce que moi je ne savais pas. Moi j'ai eu, en plus, j'ai racheté un V1 en spare. J'ai racheté un V1 en spare en plus à Jocelyn Janin, me disant bah c'est cool comme ça comble mes problèmes de rotule. Mais non, en fait le V1 voilà, faut pas. V1 sur E46 à éviter. Pour du training tout ça pourquoi pas, mais pour de la compète bah voilà, ça peut poser des gros soucis. Et ça fait déjà 3 fois que j'ai une casse de rotule. 3 fois depuis 2020, donc ça va quand même. Mais maintenant que j'ai de la pièce de secours, et je vais les changer régulièrement et je vais attendre même d'avoir des symptômes. Dès que j'ai le moindre choc, le moindre doute, je change par sécurité. On finit la saison comme ça et on prendra le V2 après. Voilà, en tout cas vous avez l'explication. Et là maintenant, on retourne avec Diego chez lui dans le canapé. C'est parti. On a pété un truc. On a cassé le canapé. On a cassé le canapé. Bon les amis, maintenant que vous savez exactement la casse, le pourquoi du comment, et que je vous ai donné l'information par rapport à Wisfab, ce qu'il faut faire ou non, ce qu'il faut acheter ou non. Donc oui les amis, malheureusement une grosse déception, c'était très dur pour moi psychologiquement, surtout qu'en plus il n'y a pas eu de roulage sur le papier pour la compétition le dimanche. Donc compliqué de venir sur le circuit, sachant que je suis hors compète. Coup dur parce que, alors, coup dur, oui et non. C'est-à-dire que j'ai perdu, je dégringole au classement, malgré que je dégringole soi-disant au classement parce que je perds en top 32, je me retrouve quand même à la 6e place, donc on est toujours largement là des objectifs de début de saison, donc c'est génial. Mais le problème, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'en étant 3e au championnat, à la suite de la 2e manche, là on est arrivé sur le milieu du classement,
il y a, voilà, naturellement, on est des compétiteurs, même si sur le papier, je pensais jamais pouvoir être là. Moi, le but, c'est de rester sur ces places-là. C'est ouf, mais voilà, moi, je me mets en mode compète et pour moi, là, il faut que je marque des points. On est sur un circuit qui est normalement facile, même si finalement, je me rends compte qu'avec les relances de la voiture, c'est là où c'est plus difficile pour moi. Mais il y avait un truc à faire, surtout qu'on le voit là, le run avec Mehdi, je suis loin d'être lent parce que dès qu'on est retombé sur des températures un peu plus sympas, mes pneus sont plus performants et je pense que j'avais juste perdu en training beaucoup de capacité avec mes pneus, chose que à la fraîche, je retrouve un peu plus. Est-ce que tu penserais pas que c'est sur les trainings où du coup ça manquait de grip, où les pneus ils ont beaucoup forcé, si, clairement. que là du coup tu as perdu le triangle, quoi. Le triangle a pris du jeu ou... Non. Alors, l'explication, c'est bien Diego, parce que du coup, là, pour le coup, on a vu techniquement la défaillance, enfin le défaut de fabrication Wisfab, et c'est pour ça qu'ils y ont remédié. Mais l'erreur que j'ai peut-être faite, c'est que, c'est bien que tu me poses cette question, c'est que j'ai déjà eu cette rotule qui prend du jeu. Et à chaque fois qu'elle commence à prendre du jeu, en général, petite panique, je la change. Alors avant, je la changeais sur le circuit, je me débrouillais toujours. Là, pour une fois, cette année, j'ai un autre kit V1, ce qui fait qu'en fait, j'ai 4 triangles, 2 sur la voiture, 2 en externe, et j'étais capable de changer. Mais là, le souci, c'est que je n'ai aucun prémis. C'est-à-dire, d'habitude, il y a des claquements, il y a du jeu qui se crée en manœuvre, dans les paddocks et tout. Là, je n'avais rien du tout. Et je pense qu'en fait, le problème, c'est que, et tu peux remettre les images s'il te plaît, Diego, on a eu un choc en top 32 avec Frédéric Adam à Cointanois, à l'avant gauche. Contre Lipski en top 4, où je le fais déjanter de nouveau avec l'avant gauche. Donc je pense qu'en fait, on a tout simplement la rotule qui a été fragilisée il y a 2 chocs consécutifs, sans créer de jeu, malheureusement. Il n'y avait pas de jeu. Mais le problème, c'est que la rotule a dû être fragilisée et c'est pour ça qu'elle a cassé comme ça. C'est la première fois que ça casse sans symptômes avant. C'est-à-dire que ma première casse que j'ai eue, c'est à Mérignac en 2020. Mais j'avais des jeux, claquements, mais je connaissais pas. Voilà, j'étais en chauffe, ça a claqué, il y avait un truc bizarre. Et j'ai cassé à Mérignac. J'ai cassé l'année dernière en 2022 à Val de Vienne, mais sur un vibreur. C'est-à-dire que j'ai eu un gros choc sur un vibreur, bam, ça a cassé. C'est la première fois que je n'ai pas de claquement et que ça casse. La seule chose que j'ai eue, et c'est là où c'est de la prise d'expérience pour moi, c'est que j'ai fait mes trainings le matin, j'avais fait une géométrie, là, le volant était parfaitement droit, le volant s'est légèrement décalé. J'en parle à Sylvain, Sylvain me refait un petit réglage, il me dit oui, en effet, ça avait bougé à gauche. Je refais mes 30 minutes d'essai, et je me rends compte qu'à la parade, donc juste avant de passer, le soir, je me rends compte également que j'ai mon volant qui s'est redécalé. Pour moi, mécaniquement, c'est incompréhensible. Je ne comprends pas pourquoi mon volant se décale. Il n'est pas censé se décaler. Mais bon, sur le coup, je réfléchis pas plus que ça. Je me suis dit, bah, ok, d'accord. Parce que vu qu'à le clip 3, on a tendance à prendre un petit peu avec le vibreur. Voilà, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être, voilà. Et en fait, je pense que c'est ma vis, la rotule, l'axe de la rotule commençait déjà à être cisaillé et qui devait justement se décaler. Tout simplement, et du coup c'est le seul symptôme que j'ai eu, mais c'est un symptôme que je n'avais jamais eu jusqu'à maintenant, donc c'est une prise d'expérience. De toute façon, pour moi, le choix va être vite fait, on finit la saison comme ça avec l'avant gauche, et du coup on changera sur un V2, dès l'année prochaine on aura un V2 de côté, comme ça on n'aura plus de problème. Finalement, on ne perd pas sur de l'erreur. Là, justement, il le disait les commentateurs, première erreur de Vincent Ferreira. Techniquement, non, il n'y a pas d'erreur. C'est mécaniquement qu'il y a un souci. Donc c'est dur. C'est indépendant de ton pilotage, quoi. C'est dur de perdre comme ça, sachant que là, si j'assurais ce run avec de la proximité, et derrière, j'avais, je pense, une victoire. Je voulais absolument, ça aurait été vraiment sympa de pouvoir affronter Damien, que du coup Mehdi a gagné en top 16. Damien, il a le même profil que moi. Oui, bravo à Mehdi pour son parcours. Mais du coup, Damien, il a un peu le même profil que moi en termes de puissance. On est à peu près équivalents. Donc je voulais pouvoir avoir la chance de vous montrer au public, de me battre avec quelqu'un d'à peu près aussi rapide que moi et montrer que je peux avoir aussi de l'agressivité et que je ne gagne pas uniquement parce que je fais correctement des runs et j'attends que les autres fassent des erreurs. Ce n'est pas, je voulais montrer quelque chose de différent, un peu d'agressivité dans mon pilotage. Donc dommage. Et puis si jamais avec un peu de chance ça passe aussi avec Damien, c'est-à-dire que c'était un top 8, on remettait des points et là j'aurais été entre la 3e, 4e place avec vraiment voilà des points costauds d'assurer. Donc là on est à la 6e place, on est toujours ex aequo avec nous. Donc on était sur
sur le top 3 ensemble avec Lou. Sur, ce qui est bien, en fait, c'est que du coup, tu as dégringolé, mais en même temps, il n'y a pas tous les tops du classement général. Ils n'ont pas fini en fait, top à Val d'Argenton. Donc, ça s'équilibre. Oui, parce que là, on a Janin qui a performé ce week-end-là, mais il avait fait 2 top 8, je crois. Oui, non, même pas. Je suis même pas sûr qu'il avait fait un top 8 à la croix, je sais plus. Mais du coup, on a d'un côté pas Lou. On a d'un côté Kevin qui continue à monter, même si là, il a fait top 8, mais il continue à monter. On a Steve Leber qui continue à monter, mais du coup, ceux qui étaient derrière moi, on a Lipski qui cartonne, on a Janin qui remonte. Mais à côté de ça, on a Vavasseur et Lou, donc qui étaient assez proches avec moi. Non, mais eux sont sortis en top 32 comme moi. Ah oui. Donc ça veut dire que on va dire que dans le classement général. Oui, voilà. Dans le classement général, ça veut dire que là, l'idée c'est vraiment d'assurer le top 10 pour la fin de saison. Ça serait un exploit avec la machine que j'ai, mais à côté de ça, voilà, j'ai quand même du pilotage, même si j'ai une petite machine. Donc on va continuer à se relancer à 100% avec la voiture. On est sur des circuits qui ont peut-être un peu moins de relance, là, les 3 derniers circuits de l'année, même s'il y a des rapides. Il y a de nouveaux, il y a Charade et du coup là Osmet. Donc ça va être une découverte pour tout le monde. Même si j'ai roulé un peu à Charade, il y en a qui ont roulé déjà un peu au Smet, mais vraiment. On est repressé de croiser le mur de Charade. Voilà, mur de Charade. Mais du coup, voilà, j'ai hâte de voir ce que va donner ces 3 prochaines manches, sans relance, trouver les bons réglages rapidement, et puis voilà, tout simplement. Ouais. Mais bon, de toute façon, c'est que du bonheur, faut prendre du recul. Hein. On est 6e à la mi-saison, c'est dingue. Hein. Je te propose qu'on conclue avec Val d'Argenton et qu'on passe aux questions des abonnés. Ouais, ok. Conclure sur Val d'Argenton, quoi dire de plus? Je suis content, j'ai pu faire quelques baptêmes le dimanche pour me remettre bien dans ma tête, faire des passages sympas. Je suis content parce que de tout le week-end, j'ai bien piloté, j'ai pris du plaisir. Ma voiture, je la connais bien. Voilà. J'ai envie de dire, pour la première fois depuis qu'on se côtoie, et c'est là où il y a une évolution un peu tout au fil de l'année, c'est que pour une fois je me dis voilà, j'ai peut-être pas la voiture, mais en tout cas je suis pas là pour rien, j'ai quand même du pilotage. Donc maintenant on va continuer à faire travailler ce pilotage là et à le mettre en lumière et essayer d'être régulier et fiable, ce qui permettra de continuer à garder de la bonne place. Bon, en tout cas voilà, pour Val d'Argenton, c'est une petite claque mi-saison, c'est pas grave, on va se relever plus fort. Et oui, pour répondre aux commentateurs, aux commentaires du coup du live, c'est pas ça qui va me faire abandonner. Même si, je dis rien, mais je tombe contre un client, a priori d'après mes calculs, je tombe contre un client à Osmet. Donc top 32, ça va être chaud patate. J'ai intérêt à assurer. Ouais. Regardez bien les lives à Olivier Osmet, on est tous pressés là maintenant. Ouais, on est tous pressés, départ dans 2 semaines, on y est là. Bon, merci Vincent. Je t'en prie. Et on va répondre à vos questions. Du coup, première question, Vincent. Quel est ton objectif pour la fin de saison? Alors, mon objectif, on en a déjà parlé plus ou moins déjà là. Mon objectif, du coup, alors à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma tête, pour moi, faire 20e, donc moitié de classement, on est 37 à l'année, il me semble que c'est ça. Donc faire 20e, donc on va dire moitié de tableau, c'était déjà très bien première année par rapport aussi à mon niveau, ma machine. 20, c'était bien. Après, l'objectif du coup on revoit à chaque manche maintenant. Voilà, on le revoit un petit peu, je vais être honnête, on est là pour faire de la compétition. Ils se disaient beaucoup, je suis là pour rouler avec les copains, si tu veux juste rouler avec les copains, tu vas faire du training au Bourbonnais. On est tous là, on est tous compétiteurs, on veut tous gagner. On veut tous essayer de gagner au moins un top 32. Moi je voulais faire au moins essayer de gagner quelques top 32 dans l'année. C'était un peu ça l'objectif. Donc après Vesoul, ayant fait top 8, voyant que la voiture elle allait pas trop mal, j'ai dit allez vas-y on va essayer de faire 15. 15 ça serait vraiment bien de faire 15e. Bon après le podium de Croix, même si Mathias m'a aidé à monter sur le podium parce que du coup j'ai fait un Byron, et bah du coup je me suis dit attends je suis 3e au général, je peux pas dire 15e, ça veut dire que là en gros
je me repose sur mes lauriers, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de pouvoir batailler. Donc maintenant, je me dis top 10. Bon, là, passant 3e à 6e, le top 10, ça y est, on est proche du top 10. Il va falloir faire attention. Mais vas-y, il faut se donner des vrais objectifs. C'est, voilà, je suis compétiteur, j'ai une équipe derrière, des sponsors, des partenaires, des amis, vous, des gens qui me suivez. Je peux pas me relâcher. Là, c'est taquet. On va essayer de faire top 10. Top 10 pour une première année élite, ça serait déjà oufissime. Voilà, tout simplement. Donc, top 10. Bonne question. Top 10. Plus précisément. Non, top 10. Top 10e. On parie sur une position ou pas? On en serait parlé tout de suite. Bon, non, je sais pas. On va attendre un peu la fin de l'année. Mettez-vous, vous, à quoi vous pensez en commentaire. Ouais, tiens, ça, j'aimerais avoir votre avis. D'après vous, objectivement, mettez un petit commentaire et vous mettez la place que vous pensez que je pourrais avoir d'ici la fin de l'année. Est-ce que je vais dégringoler et je vais retourner à ma 20e place initialement prévue, ou est-ce que je vais réussir à remonter un petit peu dans les scores et réussir à refaire quelques performances? Dites-moi ce que vous en pensez, tiens, je suis curieux de voir. Et ceux qui ont la bonne réponse, on en tirera au sort et on fera un petit baptême. Ah ouais, baptême à fin d'année, vous inquiétez pas. Celui qui me sort, là, ou ceux qui me sortent la bonne réponse, je vous promets, je vous contacte à la fin d'année, on va s'entraîner. Il n'y a pas de souci, parfait, très bien. Du coup, je vais rebondir là-dessus. Quel pilote du CFD t'aimerais affronter? Parmi tous les pilotes qu'il y a au CFD, même pas forcément en élite, hein, ça peut être du pro, mais là, on va parler élite parce qu'on est dans le championnat élite. Quel est le pilote que t'aimerais affronter? Ah, du coup, alors, je vais avoir deux réponses. Vas-y. Je vais avoir deux réponses. Après, j'aurai une autre question encore sur les pilotes. La personne, tout de suite, que j'ai envie d'affronter juste parce que je veux la gagner, c'est Ben Vavasseur. Ben Vavasseur, il m'a gagné. C'est le seul pilote, j'ai envie de dire, c'est le seul pilote sans erreur de ma part qui m'a gagné. C'est-à-dire qu'à Vesoul, j'ai perdu parce que j'ai manqué un clip. Ben a été irréprochable. Il a gagné à Vesoul. Ben, il est trop chaud. Ben, j'ai roulé avec lui à Croix. Et à distance. Il m'a mis une distance. T'as les boules. Allez, salut. J'ai perdu contre Lipski parce que c'est moi qui l'ai touché. Alors que j'avais l'avantage. Donc si j'avais réfléchi un peu plus, j'aurais joué la sécurité, j'aurais pu gagner, même passer. Et c'est ça le pire, attention. Je serais passé 2e à Croix si j'avais bien fait un run suiveur. J'aurais pu gagner. Et je serais passé directement en top 16 par un Byron en top 32 à Val d'Argenton. Et donc, du coup, je serais plus haut dans le classement. Mais bon, bref, ça, avec des si, on refait le monde. Mais du coup, Ben Vavasseur, ça serait pour moi, c'est devenu mon objectif de l'année, c'est de pouvoir affronter Ben et essayer de le gagner. Ça serait une belle histoire, une belle revanche. Même si j'adore Ben, j'adore sa voiture, son pilotage, ça, il n'y a pas de suite. C'est qui le deuxième pilote? Alors, le deuxième pilote, quand je parle de deuxième pilote, c'est juste pour le fun, parce que tu me dis dans n'importe quelle catégorie, si je devais rouler pour le fun, ça serait juste rouler avec le poteau de la NZ Auto, enfin de NZ Auto, pardon, avec son N54 aussi, surtout que là, il va commencer à le faire respirer. Là, normalement, Deos Met, il devrait marcher sympa. Ce serait juste histoire de faire une battle avec lui, histoire de s'amuser uniquement. Les deux N54 du championnat. Exactement. Ça serait cool. Une autre question. En 2026, quelles évolutions tu vas nous apporter à la voiture? Est-ce que tu vas changer de voiture? Est-ce que tu vas changer de moteur? Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui est... Voilà, le B58 Cette question. Moi-même, j'aimerais y répondre. Le problème, c'est le souci du budget, mon Diego, que j'ai depuis le début. Comment te dire? Si demain, j'ai un gros sponsor qui arrive et qui me dit « Vas-y, je te donne 50 000, fais une prépa, tout ça », bah, on passe en B58 direct. Parce que j'aimerais mettre le B58. C'est un moteur qui m'attire dans sa conception déjà de base, sans forcément lui en mettre 900 chevaux. Hein, mais voilà, B58, un peu comme je fais avec mon N54, en restant à peu près d'origine, mais... en mettre 650, 700 sur le B58, ça serait intéressant. Ça serait cool. Hein. Maintenant, pour l'année prochaine, on va déjà essayer de faire ce que je voulais faire cette année, c'est-à-dire
passer le refroidissement à l'arrière, mettre l'arrière en fibre et beaucoup jouer sur le poids de la voiture. Donc déjà, ça c'est la priorité. Tout ce que je voulais faire pendant cette intersaison, le faire là pendant cette intersaison de 2025 à 2026. Et essayer de pouvoir monter du 265, donc gérer ma transmission pour pouvoir monter du 265, même si je reste en 265 gomme dure. Parce que je peux vous dire, quand on est à Val d'Argenton, que tu mets gaz, tu as le mec devant là sur une relance, mais il te met une pilule, mais tu te dis, mais on n'a vraiment pas c'est pas le même délire. Et c'est très frustrant en fait de voir qu'on peut pas remonter, alors que par contre, quand il y a certains pilotes, il y en a très peu, où j'arrive à remonter sur eux. Oh, le bonheur que c'est incroyable. Donc j'aimerais pouvoir avoir une voiture un peu plus compétitive, donc en jouant sur le poids et l'équilibre des masses et le réglage, enfin pouvoir avoir une caisse que je règle pour de vrai et pas avoir me contenter de ce que j'ai, à vraiment faire évoluer cette voiture-là un peu à ma sauce, mettre mes réglages et du coup donc poids et transmission plus costaud pour avoir du 18 pouces et pouvoir tracter du 265. Ça c'est le premier objectif. Si vraiment il y a plus de budget, on verra. Pour l'instant j'ai pas encore la réponse, mais déjà on verra le budget. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous voulez financer le projet. Ah ouais, s'il y a une marque qui nous regarde, qui a envie de m'aider, ou une entreprise, ou n'importe quoi, aidez-nous, parce que j'en ai besoin. J'aimerais bien que... Venez, on en discute et on fait les choses bien et que tout le monde sera content, vous allez voir. C'est pas mal, ça. Tout le monde sera content, donc tu me donnes de l'argent, tu seras content quoi qu'il arrive. Ok. Une autre question qui est très importante, je pense pour moi, pour beaucoup de monde, c'est savoir comment tu presques le CFD aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses du CFD aujourd'hui par rapport aux autres championnats en Europe et dans le monde? Parce que c'est quand même un gros championnat européen, mais du coup en Europe, il y a quand même pas mal de gros championnats. Je pense à Vograce, Eurocrew, tout ça en Espagne. Je pense au championnat portugais. Je pense au King of United, Driftmaster. Bon, après, il y a Formula Drift, mais là, on est des années-lumière. Les championnats du Japon, tout ça. Bref. Tu parles en quoi en termes de l'organisation du CFD? Non, je parle en niveau de pilotage, en niveau... Est-ce que le CFD est au niveau des autres championnats? C'est ça, surtout savoir ça. Le championnat de France de drift, aujourd'hui, c'est une superbe machine qui est lancée. C'est-à-dire qu'on a des gars quand même compétents en termes de communication. C'est incroyable sur cet aspect-là. La com, elle est incroyable. On a quand même une organisation qui est rodée depuis plus d'une dizaine d'années et c'est incroyable même en termes d'efficacité de roulage, tout ça et tout. Même si on a très peu d'entraînement, on arrive quand même à bien rouler. Donc on a une belle machine qui est lancée, un bel outil de travail avec des circuits qui peuvent être quand même mineurs et intéressants. On voit c'est la Red Team d'ailleurs. Red Team, Jérôme Vassia qui a lancé tout ça. Aujourd'hui, ils sont deux boss. Donc il y a Jérôme Vassia et Armand Fort. Donc merci à eux de pouvoir nous faire vivre ça et tous les bénévoles et autres autour. Donc merci à eux. On est vraiment sur un championnat qui est très quali, même si on voit sur un circuit de karting que ça puisse être à Vesoul ou là même à Val d'Argenton avec une tribune comme ça et tout. Franchement, sur les tracés de cette année, pour l'instant, j'ai rien à dire. Donc ça c'est top, avoir 6 grosses manches dans l'année. Franchement, c'est rien à dire à ce niveau-là. Pas de double manche surtout. Ça, c'est très bien, ça. Au niveau du pilotage, alors on a de très grosses machines, il n'y a pas à dire, il y a des très très grosses prépas, des très grosses machines. Maintenant, je pense qu'on a besoin d'un peu plus encore d'années d'expérience en termes de pilotage. On le voit sur les murs de croix, même si peut-être que le mur de croix pourrait être amélioré pour aller le prendre plus naturellement, mieux linker, on va dire. Je pense qu'on a encore besoin de quelques petites années d'expérience justement pour aller jouer avec des murs, avoir du gros spectacle. Je pense qu'on est capable de faire mieux dans les années à venir. Je pense qu'on a aussi des gars qui mettent beaucoup d'argent dans des voitures et ils ont pas forcément l'envie, ils ont une petite crainte de les abîmer, donc ils jouent pas trop avec les limites. Moi, plus les années d'ailleurs passent, là aujourd'hui, on voit la voiture sort d'une peinture complète. Elle est déjà broyée dès la première manche, elle est déjà bien cassée de partout. J'arrive à un stade où moi je me dis j'y vais à fond, je m'en fous de la voiture. Même s'il y a quand même un petit degré limite, chose que dans d'autres pays n'ont pas. Je pense qu'on
on a encore quelques années devant nous où il faut qu'on monte en puissance en France. Même sur on a des belles battles, mais on n'a pas encore des battles impressionnantes à chaque. Mais quand même, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus. Donc ça pourra faire l'objet d'une vidéo, un débat avec des pilotes, avec des organisations, tout ça. On pourra refaire une vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Oui, bien sûr. Après c'est. Quand je critique, enfin là, ça pourrait être mal pris, je critique pas méchamment, je pense qu'on a besoin de quelques années encore d'expérience, mais j'en fais totalement partie. On voit le mur de croix, vous savez très bien, je l'ai dit, par rapport à ma façon de piloter, pour pouvoir enrouler et être à peu près compétitif sur le reste du tracé, je pouvais pas bien prendre le premier mur. Voilà, donc moi-même j'en fais partie, j'ai besoin de plus d'expérience, même des fois en termes de proximité, j'ai l'impression d'être proche de la voiture et quand je regarde les vidéos, j'y suis pas encore bien collé. Donc moi-même je fais partie des élites qui ont besoin d'un peu plus d'années à venir d'expérience, mais on a quand même quelques gars, on voit un Jason Bannett qui sort du championnat de France de drift, il est taquet, il est super présent, il est opérationnel pour rouler au Drift Master, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc on a quand même quelques mecs au CFD qui sont vraiment un step au-dessus, et il y en a d'autres qui ont besoin encore de prendre du temps pour conduire leur grosse machine, et des gars comme moi qui ont encore besoin de jouer sur la proximité et jouer encore avec les murs, les distances de la voiture, tout simplement. Ok, très bien. Et du coup, dernière question, où c'est qu'on peut choper ces magnifiques t-shirts? Parce que vous les avez beaucoup vus, tout le monde nous demande à chaque fois, il est magnifique ton t-shirt, mais tu l'as eu où et tout? C'est marqué dessus, Supreme Drift, Vincent Ferreira, numéro 39, que demande le peuple? Alors déjà, pour commencer, il y avait d'autres questions, j'ai sélectionné, forcément, il y a un petit côté commercial dedans, j'ai sélectionné cette question sur le shop, merci pour celui qui a posé la question. Si en dehors des manches championnat, à chaque sortie que l'on fait, j'ai toujours le shop avec moi. Parce que ça nous aide, voilà, à financer tous nos déplacements, ça m'aide énormément dans la saison, ça aide justement à un Diego qui vient, qui s'investit, qui a déjà un peu de matos, lui, il paye 0. Voilà, ça c'est l'idée, vous le savez très bien, c'est pas la première fois que je le dis. Mais du coup, j'ai toujours sur toutes les manches, tout le shop avec quelqu'un disponible pour vendre nos produits. Donc merci d'ailleurs, parce que vous êtes beaucoup à nous accompagner, ça prend de plus en plus d'ampleur et ça permet de quasiment être à 0 sur tous les déplacements de l'année. Donc ça c'est top. Et du coup, en dehors, pour ceux qui veulent, où il y a quelque chose qui n'est plus en stock, ou pour ceux qui veulent, par exemple, qui regardent la vidéo, on a le site tout simplement. Donc supremedrift.fr tout simplement. Et puis dessus, vous avez nos produits. Alors, ils sont pas tous affichés. Celui-ci, c'est une exclusivité pour l'équipe que j'ai faite, pour les partenaires et pour l'équipe. Mais il est possible, si vous chauffe, tiens, monte derrière un petit peu là. Avec ton ménisque en feu là. Donc, et en plus, attention, parce que là, ça paraît petit, parce qu'en fait, c'est du 4XL. 4XL. C'est du 4XL. Avec le petit logo aussi sur les manches, le CFD aussi à droite. Donc, voilà, on a ce produit-là en blanc et en noir. C'est vrai qu'il est pas mal, les partenaires, il leur plaît beaucoup. Si c'est un produit qui pourrait vous intéresser, parce qu'on nous l'a demandé sur les circuits, peut-être qu'en fin d'année, je peux faire le t-shirt. C'est notre t-shirt team à nous, mais peut-être que je peux le mettre à la vente parce qu'il est assez sympa. Il y a un petit côté un peu sportif, un peu comme les t-shirts de Formule 1 avec les partenaires, tout ça, les sponsors. Peut-être qu'on le retrouvera l'année prochaine sur le shop. Mais peut-être. Mais en tout cas, sinon, allez voir sur le site pour ceux qui veulent nous accompagner. Vous avez quasiment tous les produits qui sont mis. J'en ai encore 2-3 à mettre, mais allez regarder et moi je vous envoie ça par la poste. Et puis en fonction des dispos, ça peut aller partir en 24-48 heures comme. Il y a eu des fois, j'ai mis 2 semaines à les envoyer, mais les gens l'ont très bien compris. Le temps qu'après une sortie, on n'a plus le stock, le temps que je commande, qu'on les presse, qu'on les envoie, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Voilà. Et merci à toi, Vincent, pour toutes ces réponses. Merci à toi pour ton temps pour ce débrief. Bon, avec plaisir. J'espère que ça vous plaît toujours ce genre de petites vidéos. N'hésitez pas à le dire en commentaire. On prend toutes les critiques, bonnes ou mauvaises.
Et ça nous permet d'améliorer le format à chaque fois. Bah, le but, c'est de vous intégrer un petit peu dans le truc et que les choses ne sont pas comprises peuvent l'être. Il y a des choses qu'on ne pense pas quand on est vu d'extérieur. Si Mehdi regarde cette petite vidéo, bravo à toi pour ta première manche comme ça en wildcard. Alors je dis que je t'ai laissé gagner, mais bon, tu as gagné quand même, tu as fait le taf là où il fallait, donc bravo à toi. Et la prochaine fois, évite de mettre de coups de disque sur ma rotule, s'il te plaît, ça m'éviterait de me retrouver dans le bac. Allez, salut à vous en tout cas, merci beaucoup. À très bientôt, on se retrouve avec du biosme les gars. Merci Diego, ciao. Ciao.